Mes chers collègues, nous accueillons donc à présent Christian Charpy pour son audition qui fait suite à la proposition du président de la République de le nommer président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L51-14 du Code électoral et de la loi organique du 23 juillet 2010 dans sa version issue de la loi organique du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes. En application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, nous procédons donc aujourd'hui à son audition, qui sera suivie d'un vote dans les conditions prévues par la loi organique et la loi ordinaire du 23 juillet 2010. Je vous rappelle que le président de la République ne pourrait pas procéder à la nomination de M. Charpy si les votes négatifs au sein de notre commission et de la commission des lois de l'Assemblée nationale représentaient au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. C'est la règle que vous connaissez bien désormais des 3/5 négatifs. Le vote aura lieu à la suite de notre audition, qui est publique et ouverte à la presse. Nous procéderons au dépouillement à l'issue de celui-ci, au même moment que nos collègues députés. Les délégations de vote, je le rappelle, ne sont pas autorisées, conformément à l'article 3 de la loi organique du 23 juillet 2010, relative à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Monsieur Charpy, j'ai, dans une communication liminaire hors votre présence, présenté aux membres de la commission des lois des éléments de votre parcours professionnel. Et je vous laisse désormais la parole pour un propos liminaire. Ensuite, les membres de notre commission auront certainement des questions à vous poser. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, c'est un très grand honneur pour moi de me présenter devant vous aujourd'hui pour cette audition prévue dans le cadre de l'article 13, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, de la Constitution. J'ai été très honoré de la proposition qui m'a été faite par le Président de la République de devenir membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et d'en prendre la présidence. Je connais le rôle éminent que joue la Commission dans le fonctionnement de la vie démocratique du pays, aux côtés d'autres institutions importantes avec lesquelles la CNCCFP est en forte interaction. Sa mission est spécifique, elle est de veiller à la régularité des financements de la vie politique, tant en ce qui concerne les campagnes électorales que les partis politiques. Elle est essentielle, me semble-t-il, pour assurer la confiance des citoyens envers les élus, les partis et les institutions. C'est ce qui motive principalement ma candidature à cette commission. Même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je pense que mon parcours professionnel, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, je pense dans votre propos liminaire, m'a préparé à cette fonction. J'ai exercé effectivement l'essentiel de ma carrière au sein de l'État, à son service, dans des fonctions de contrôle, à la Cour des comptes, à début de carrière et depuis 2012 continuellement. J'ai exercé des fonctions de conseil auprès de Madame Veil entre 1993 et 1995 et de Jean-Pierre Raffarin à Matignon entre 2003 et 2005. Et puis j'ai assuré les fonctions de direction et de management en tant que directeur général de RFI, président de l'Établissement français du sang et directeur général de la NPE, puis de Pôle emploi entre 2005 et 2011. Mes domaines d'activité ont été diversifiés et je pense qu'ils me préparent en partie à cette fonction. J'ai été marqué beaucoup par les questions sociales, les finances publiques. Et puis, depuis 2023, je me concentre essentiellement sur les questions régaliennes en président de la 4e chambre de la Cour des comptes, qui couvre l'ensemble des ministères régaliens, mais aussi, et c'est un point important, les finances publiques locales. Et j'ai eu à cette occasion j'ai la possibilité de nourrir un dialogue régulier avec les élus et leurs associations dans le cadre des rapports que nous faisons chaque année sur la situation financière des collectivités locales. J'ai aussi travaillé sur la certification des comptes de l'État, de la sécurité sociale et des assemblées parlementaires. Et puis je crois que c'est important pour présider une commission telle que celle que je suis appelé à présider, si vous en êtes d'accord. Mes fonctions de président de chambre à la Cour m'ont appris à présider des formations collégiales composées de femmes et d'hommes d'origines diverses, d'expériences professionnelles diversifiées et aux convictions multiples, en vue de parvenir, et c'est là qui était absolument essentiel, à des décisions consensuelles. Et je serai donc heureux de mettre mes compétences professionnelles au service de cette commission. Je crois pouvoir dire que je n'ai pas d'engagement personnel qui mettrait en cause les principes de neutralité, d'indépendance et de discrétion qui sont ceux qui doivent présider à toutes les commissions indépendantes comme la CNCCFP. Cette commission est une commission qui est maintenant bien inscrite dans notre histoire institutionnelle. Elle est régie par des textes qui ont fixé sa composition, son rôle, ses prérogatives, et elle s'assurer que, effectivement, les règles fixées par le législateur en matière de financement des partis politiques et financement des élections sont respectées. Elle le fait depuis des années sous le contrôle du juge de l'élection et sous le contrôle du juge administratif.
Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur les deux grandes compétences que sont celles de la Commission, le contrôle des comptes de campagne tout d'abord. L'année 2024 a été marquée au premier trimestre par la fin de l'examen des comptes de campagne des candidats au sénatorial, pour le renouvellement partir de septembre 2023, puis par deux élections nationales importantes, une qui était prévue, les élections européennes, l'autre qui l'était moins, les élections législatives anticipées. Ça a été un rude travail pour la Commission, mais je sais qu'elle y a fait face sans difficulté et que l'essentiel des sujets sont maintenant derrière nous. Sur 2025, au-delà des élections classiques partielles et peut-être d'un référendum sur lequel la Commission aurait à exercer ses compétences, il n'y a pas beaucoup d'élections, c'est surtout 2026 qui sont éléments importants avec les élections municipales. C'est un enjeu majeur pour la nation et pour la Commission. Et bien sûr, le renouvellement par tiers du Sénat en septembre 2026. Et puis 2027, ça sera les élections présidentielles. La Commission devrait être au rendez-vous de toutes ces échéances importantes. Alors je sais que la remise des comptes par les candidats et leurs mandataires est un exercice difficile parce que les règles fixées par le législateur sont nombreuses, parfois complexes, et leur respect exigeant. Et c'est pour ça que je pense très important, et ça sera un des axes de ma présidence si je suis effectivement nommé, c'est qu'on puisse mieux agir pour faire connaître de manière plus précise les règles de financement des campagnes électorales et des partis politiques pour éviter les difficultés qui peuvent se faire jour. Je pense par exemple qu'un moment important pour l'élection municipale, ce sera d'être présent, si elle l'accepte, l'association au congrès de l'AMF à l'automne prochain pour expliquer, rappeler les différentes règles. Et je souhaite aussi être de manière très proactive dans des actions de communication et d'information, aussi bien en direction des candidats et des mandataires. Il faut aussi que la Commission accompagne de manière efficace les mandataires et les candidats au moment où ils répondent et déposent leurs comptes. Là, il faut qu'on soit le plus proactif possible. Un dernier élément sur les comptes de campagne, c'est celui qui concerne la dématérialisation. Mon prédécesseur a engagé un processus de dématérialisation de la remise des comptes de campagne avec une application qui s'appelle FinPol. Ça a bien fonctionné pour les élections présidentielles, ça a pas mal fonctionné pour les élections européennes, mais de fait, l'application n'est pas en mesure de tenir la charge d'élections très lourdes. Et c'est pour ça qu'il a pris la décision, et je la partage, de ne pas l'utiliser pour les élections municipales de 2026. Donc nous le ferons de manière classique. Il m'appartiendra de sécuriser le dispositif pour 2027 et les élections présidentielles, et surtout de mettre en place un système qui, à partir de 2028, permette de prendre en charge de manière dématérialisée toutes les élections. Sur les comptes de campagne, comme sur les partis politiques, un des points importants d'attention, c'est la lutte contre les ingérences extérieures. C'est un point sur lequel nous serons extrêmement attentifs. La Commission a un certain nombre de prérogatives qui lui permettent notamment de veiller à l'origine des fonds, même si ces prérogatives devraient être un peu renforcées, me semble-t-il, et aussi vérifier que l'ensemble des dispositions qui sont prévues par les textes législatifs sont effectivement respectées. Ça concerne aussi un point particulier qui est l'usage des réseaux sociaux. Et je sais que ça a été un point de difficulté au cours des années passées. C'est une nouveauté dans les campagnes électorales de savoir comment on peut prendre en compte les réseaux sociaux et surtout la manière dont le coût des réseaux sociaux doit être pris en compte dans les comptes de campagne. S'agissant enfin d'une nouvelle disposition qui est prévue par la loi, c'est celle qui vise à la sécurité, au financement des dépenses de sécurité des candidats menacés. C'est une loi qui a été votée le 21 mars 2024. Elle se reposera en partie sur le travail de la Commission. C'est un point de préoccupation parce que la loi est en œuvre, mais le décret d'application n'est toujours pas publié et il est vraiment essentiel qu'il le soit rapidement. Pour les partis politiques, je serai plus bref parce qu'au fond, les fonctions et les rôles de la Commission sont plus circonscrits. Il ne s'agit pas de contrôler la gestion des partis, bien évidemment. Il s'agit juste de s'assurer que les comptes ont été déposés dans les règles, qu'ils sont conformes au protocole comptable prévu. Je sais et qu'ils ont été certifiés par un ou deux commissaires aux comptes. C'est un point qui est essentiel puisque l'avis de la Commission permet aux partis de bénéficier ou non des dispositions fiscales et de recevoir de l'aide publique. Donc c'est un point important. Je sais que la Commission, sous le mandat de M. Vacchia, s'était engagée à mieux contrôler les comptes et notamment regarder de manière plus attentive les annexes aux comptes, qui sont un point important pour bien comprendre le fonctionnement des comptes. C'est un point sur lequel je travaillerai beaucoup.
Et puis, je crois aussi que la publication annuelle des comptes et la synthèse qui est faite par la Commission est un élément important aussi pour comprendre comment fonctionnent financièrement les partis politiques qui permettent d'exprimer l'opinion des citoyens et de construire des majorités. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, les éléments d'information que je souhaitais apporter sur ma candidature, les raisons qui la motivent et, dans la limite de mes connaissances, les priorités que j'entends fixer à la Commission si ma candidature est validée par le Parlement et confirmée par le Président de la République. Merci de cette intervention, Monsieur Charpy. Nous allons pouvoir passer aux questions. Donc, je vais moi-même commencer en permettant donc à mes collègues qui souhaiteraient poser des questions de s'inscrire selon la procédure habituelle. Ma question porte sur les réseaux sociaux qui occupent une place croissante dans notre vie de manière générale et aussi dans les campagnes électorales. Comment, selon vous, peut-on faire respecter l'interdiction de la publicité électorale pendant les 6 mois qui précèdent le scrutin en l'état de ces réseaux sociaux? Si vous le voulez bien, nous allons prendre des questions par série de 3. Et je vais donc poser la question, ou passer la parole, pour qu'il pose sa question à Monsieur Guy Bénaroche. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que j'ai la permission d'en poser 2 ou pas? Oui, vous avez la parole. J'avais prévu 3, mais j'ai pas osé. Alors, Monsieur le Président, voilà. Monsieur le Président, ma première question, en fait, porte sur l'essor préoccupant des emprunts qui ont été contractés par les partis politiques auprès des particuliers, essor qui a été démontré par le rapport d'activité 2023, justement, du CCFP, puisqu'en 2022, il représentait 37,4 millions d'euros. 97% de ces 37,4 millions étaient concentrés entre 4 partis et plus de la moitié du montant prêté concernait un seul parti. La Commission, d'ailleurs, avait alerté à l'époque sur l'absence de règles encadrant l'origine des fonds ou la nationalité des prêteurs, contrairement aux prêts bancaires. Je vous demande donc, Monsieur le Président, si vous êtes nommé président, quelles mesures concrètes entendez-vous proposer pour garantir la traçabilité et la légalité de ces emprunts? Et attendez-vous des législateurs que nous sommes une évolution rapide du cadre juridique? La deuxième question que je vais vous poser concerne le contrôle, en fait, des comptes de campagne et le contrôle des comptes des partis politiques. Donc, cette question est double. C'est comment la CNCCFP peut-elle améliorer la rapidité d'analyse et de contrôle, vous en avez un peu parlé, des comptes de partis pour renforcer son efficacité en temps réel ou en amont des échéances électorales? Et sur le même sujet, est-ce envisageable de permettre une publication en temps réel des dépenses engagées par un parti politique en soutien d'un candidat, notamment pendant la campagne présidentielle? Et entendez-vous tirer parti, vous en avez parlé un petit peu, de la dématérialisation et du développement de l'intelligence artificielle pour améliorer la transparence et l'intégrité des flux financiers entre partis et candidats? Merci. Voilà 3 questions. Je vais vous passer la parole, Monsieur Charpy, pour que vous puissiez y répondre. Merci, Madame la Présidente. Sur le premier point, qui est effectivement la question des réseaux sociaux, c'est que c'est un sujet qui est un sujet de préoccupation, puisque beaucoup de candidats, avant d'être candidats, ont un compte Twitter ou X, pardon, ou d'autres réseaux, que dans certains cas, ces comptes peuvent être payants pour qu'ils soient plus visibles, et que la Commission, au cours des mois passés, a fait des réformations, considérant que le paiement de cette visibilité relevait d'une propagande électorale et donc ne pouvait pas être pris en compte. Ce sont des sommes qui sont faibles, hein, c'est quelques dizaines d'euros. C'est une question de principe importante. Objectivement, j'ai quelques interrogations sur ce dispositif et c'est un point que je soulèverai avec les membres de la Commission. Un second point, si vous le permettez, Madame la Présidente, c'est le fait que certains candidats peuvent décider de solliciter de manière payante des influenceurs pour financer des campagnes, soit positives, soit négatives. Je crois qu'un des points importants d'une proposition de la Commission sortante est de proscrire l'usage par les candidats d'influenceurs rémunérés pour financer leur dispositif. La difficulté qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que parfois les campagnes ne sont pas sollicitées, qu'elles soient positives ou négatives. Or, une dépense électorale doit être sollicitée par le candidat pour être pris en compte. Donc voilà les sujets sur lesquels qui sont devant nous. Pour répondre aux questions du sénateur Laroche,
Oui, la question des emprunts est un sujet majeur. J'ai bien effectivement noté qu'ils étaient concentrés sur un certain nombre de partis. Ça concerne aussi les candidats. Je crois qu'il y a un sujet d'abord qui n'est pas forcément complètement clair pour tout le monde, c'est que les candidats, les prêteurs n'ont pas le droit de prêter pour un montant maximum sur l'ensemble des élections. Je ne suis pas certain que le contrôle soit facile à faire, notamment du fait que les comptes n'étaient pas dématérialisés pour les candidats totalement. Deuxièmement, je pense qu'un des points majeurs de la Commission, c'est d'essayer de vérifier que les comptes, les prêts, les emprunts ne soient pas des dons. D'autant plus que les emprunts rentrent dans les dépenses, dans les apports personnels et peuvent être remboursés. Et ça serait effectivement une escroquerie. Donc il faut clairement vérifier, c'est ce que fait la Commission, mais ce n'est pas facile à faire, que les emprunts sont effectivement remboursés. Je sais qu'elle a fait un certain nombre de signalements au parquet sur les emprunts non remboursés. Troisième point, la Commission souhaite, et je pense que c'est une bonne proposition, interdire à des personnes étrangères ne résidant pas en France de cotiser à des partis ou de prêter à des candidats ou à des partis. Je pense que c'est un point important qui peut faire l'objet d'une mesure, mais qui n'a pas de nature législative. Sur la question du contrôle des partis politiques, oui, la rapidité est un sujet important. Je sais que les partis doivent remettre leurs comptes à la Commission avant le 30 juin, si je me souviens bien. Je sais que la Commission souhaiterait avancer cette date, la Commission sortante. J'en parlerai avec les responsables des partis. Ça permettrait d'aller plus vite. Je pense que la dématérialisation permettra également d'analyser plus rapidement les comptes. Vous avez souligné un point important, monsieur le sénateur, c'est de quelle manière on peut contrôler les dépenses faites par les partis au bénéfice d'un candidat. La difficulté qui est importante, c'est que les comptes des partis sont faits pour les N-1 et déposés au 30 juin, alors que les comptes des candidats doivent être déposés dans les 4 mois ou les 2 mois qui suivent l'élection. Et donc, il y a un vrai problème de difficulté. Je sais que la Commission sortante souhaiterait, à titre expérimental, voir pour l'élection présidentielle si on peut avoir un accès aux comptes des partis pendant la campagne pour vérifier effectivement la bonne prise en compte des dépenses faites par les partis pour le compte des candidats. Là aussi, c'est un point qui n'est pas un point négligeable, qu'il faudra regarder attentivement par la Commission, mais je sais que c'est une difficulté importante. Merci. Je vais passer la parole ensuite, je les préviens par avance, à Madame Agnès Canaillé, Madame Marie Mercier et Monsieur André Reichardt. Nous commençons donc par Madame Canaillé. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le candidat. Alors vous venez de répondre en partie à mes questions qui portent sur les ingérences étrangères. Nous avons adopté en juillet dernier la loi visant à mieux encadrer les influences étrangères sur les acteurs politiques. Néanmoins, on sait que les campagnes électorales sont un moment clé pour une cible privilégiée de ces ingérences étrangères. Donc vous venez nous dire que vous étiez d'accord pour interdire aux personnes physiques étrangères ne résidant pas en France de prêter aux candidats. Mais nous aimerions savoir si, par ailleurs, vous autoriseriez, vous estimeriez qu'il faudrait permettre à la CNCCFP de demander aux prêteurs d'établir l'origine des fonds prêtés à un candidat ou à un parti politique en grande transparence, ou encore de les intégrer dans la liste des personnes à qui Tracfin peut transmettre ces informations, comme l'a préconisé la commission d'enquête du Sénat sur les ingérences étrangères dans son rapport. Je vous remercie. Je passe donc la parole à Madame Mercier. Merci Madame la Présidente. Monsieur, les candidats à des élections sont très attentifs à leur compte de campagne à tel point, et nous l'avons tous été ici, candidats à différents titres, qu'ils appellent ça le 3e tour. Or, nous avons vu dans le projet de loi de finances 2025 par rapport à 2024 qu'il y aurait une diminution d'emplois. Est-ce que vous pensez que les moyens dont vous disposerez seront suffisants pour être efficaces et assurer un bon contrôle de ces comptes qui sont extrêmement importants pour les candidats? Merci. Monsieur André Reichardt. Merci Madame la Présidente. Monsieur Charpy, je voulais à mon tour insister sur les influences étrangères. Vous nous disiez tout à l'heure que vous seriez particulièrement attentif à cette question.
Je note que naturellement les questions d'Agnès Canayer, mais également de Madame la Présidente, concernant à la fois les réseaux sociaux et le financement venant de l'étranger ont déjà été abordées. Donc moi je vais simplement vous poser une question plus générale ou générique. Qu'entendiez-vous par être attentif aux influences étrangères? Est-ce que vous avez d'ores et déjà pensé à un plan global, naturellement, qui s'appuierait sur ce que l'on a pu constater dans certaines élections récentes, et pas seulement en France? Vous voyez de quoi je veux parler. Je vous remercie. Merci. Sur ces différents points, d'abord peut-être répondre globalement sur les ingérences étrangères. Oui, je pense qu'il faut aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que c'est un risque majeur pour la démocratie. On l'a vu dans nombre d'élections à l'étranger. On l'a vu aussi à l'occasion de référendums dans d'autres pays. Donc c'est un point sur lequel il faut regarder et être sûrement plus exigeant qu'on est aujourd'hui. Parmi les propositions de la Commission qui me paraissent importantes, la première, c'est effectivement de pouvoir connaître l'origine des fonds qui ont permis à des prêteurs de prêter. Cela existe dans les pouvoirs qui sont faits quand on veut regarder d'où vient l'argent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Je pense qu'on devrait de la même manière pouvoir avoir ces pouvoirs à la Commission. Cela passe par exemple par l'accès au compte FICOBA, au fichier FICOBA, le fichier des comptes bancaires, que la Commission n'a pas jusqu'à présent. Je crois que la HATVP en dispose. Je me paraît essentiel et normal que la CNCFP y ait accès aussi. En matière sur Tracfin, je crois que la proposition qui est en cours d'être votée doit permettre à la Commission de disposer des signalements de Tracfin. La Commission fait des signalements de Tracfin, mais n'avait pas de retour. Et donc là, aujourd'hui, je pense important, c'est pas appuyé. Je pense important de pouvoir bénéficier également des retours de Tracfin qui peuvent être utiles pour l'analyse des comptes et des candidats. Sur la question des ingérences, nous ne sommes pas seuls. Et je pense qu'un des points sur lesquels la Commission doit progresser, c'est notamment ses rapports avec les autres autorités indépendantes. Je pense notamment à l'ARCOM, qui joue un rôle important en matière de contrôle des réseaux sociaux, ou d'une manière générale du contrôle de la presse. Je crois qu'il y a eu assez peu de réunions entre l'ARCOM et la HATVP et la CNCFP. Je pense que ce sera une des priorités de travailler avec eux. Donc voilà, c'est un plan qui n'est pas encore un plan global, mais je sais que c'est une priorité. Il y a une dernière structure avec laquelle il faut travailler, c'est Viginum, qui existe au sein du SGDSN, qui avait été mis en place après les élections de 2017, je crois que c'est 2021, qui en fait en 2022 n'a pas été énormément sollicité pendant la campagne électorale. Je présume que ça pourrait être utile sur 2027 et donc on travaillera avec cette structure. Sur les questions des emplois, Madame la sénatrice Mercier, oui, je sais qu'en 2025, il y a un peu moins d'emplois, mais en fait, les emplois de la Commission sont liés très directement aux élections, au processus électoral. Donc 2025, il n'y avait pas beaucoup d'élections. On a toujours, je crois, 47 emplois permanents qui sont la base. Et pendant les périodes électorales, on recrute à la fois des chargés de mission supplémentaires pour piloter les comptes et des rapporteurs qui sont payés par la Commission pour instruire les comptes. Donc en période de croissance des élections, enfin d'année électorale, on augmente les emplois et donc il y aura des emplois qui seront créés sur 2026 pour permettre de prendre en charge les élections municipales. Sur 2024, où il y a eu effectivement une élection non prévue, je crois qu'il y avait des vacances d'emploi à la CNCCFP et que du coup ils ont pu recruter sans dépasser le plafond d'emploi. Merci. Je vais donc passer la parole pour une série encore de 3 questions. Dans l'ordre, à Madame Jacqueline Eustache-Brignoux, ensuite à Monsieur David Marguerite et enfin à Monsieur Stéphane Lerudulier. Plus personne n'est inscrit après, donc ceux qui souhaitent poser une question le font maintenant. D'accord. Madame Eustache-Brignoux. Merci Madame la Présidente. Je voudrais juste aborder avec vous, Monsieur, le rôle du mandataire. Vous savez que les règles peuvent parfois apparaître complexes pour les candidats sur ce rôle du mandataire. Est-ce que vous avez imaginé ou réfléchi à quelques mesures de simplification ou de clarification sur ce rôle du mandataire? Puis, deuxième partie de ma question, comment peut-on accompagner et former les mandataires des candidats et les trésoriers des partis politiques? Merci. Monsieur Marguerite. Merci Madame la Présidente. Monsieur Charpy, vous avez répondu à la question que je voulais poser sur le décalage entre le dépôt des comptes des partis politiques et du candidat. La question se pose d'ailleurs peut-être de plus en plus souvent avec les micro-partis. Je vais donc poser une autre question sur les délais qui sont extrêmement variables
et qui pose des difficultés très concrètes. Alors, sauf erreur, je parle d'expérience personnelle ou de candidats qu'on connaît. Au moment du dépôt des comptes, les intérêts continuent de courir et les intérêts après le dépôt ne sont plus pris en charge par la commission. Et quand vous êtes sur 6, 8, voire 1 mois, voire 1 an après le dépôt, ça peut se traduire par une somme qui n'est pas négligeable. Donc ma question est de savoir comment on peut envisager de réduire ces délais, enfin, en tout cas de donner une visibilité au candidat au moment où il va souscrire l'emprunt, qui est d'ailleurs de plus en plus difficile à obtenir auprès des établissements bancaires, pour qu'il puisse, en toute connaissance de cause, savoir combien lui coûtera les intérêts qui ne seront pas pris en charge par la commission. Monsieur Stéphane Lerudulier. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Charpy, aujourd'hui, il y a une obligation pour tout candidat qui a fait au moins 1% des suffrages exprimés de déposer un compte de campagne, ce qui a pour conséquence une certaine forme d'abondance des comptes de campagne en termes d'examen par rapport à la Commission nationale. L'idée sous-jacente ne serait-il pas opportun de relever le seuil donc de suffrage exprimé à 5% par exemple? Monsieur Charpy. Madame la Présidente, pour répondre d'abord à la question du mandataire, je suis bien conscient que les règles, je l'ai dit, sont complexes, difficiles. En même temps, le rôle du mandataire, il est essentiel pour une campagne électorale. Il faut qu'il soit celui qui ouvre le compte, qui exerce, qui encaisse et qui décaisse l'ensemble des recettes et des dépenses. Le guide du mandataire qui est préparé par la Commission en amont des campagnes électorales, donc celui pour l'élection municipale sera publié avant le 1er septembre prochain. Il faut qu'on puisse effectivement le rendre le plus clair, le plus simple possible. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire de quelle manière on peut simplifier. Je pense qu'il faut le faire. Je pense que parmi les complications, il y a notamment, ça a été évoqué, la question de l'accès aux comptes et d'une manière générale, la simplification des règles que la Commission va appliquer. Alors je sais que la Commission ne fait pas de rescrit fiscal comme on fait pour les rescrits fiscales, et donc elle juge en cas d'espèce. En même temps, il faut que le cas d'espèce soit suffisamment cadré pour qu'il n'y ait pas de difficulté pour les candidats. Sur la question de l'accompagnement, je sais qu'il y a bien sûr le site internet de la Commission. Les chargés de mission sont là pour répondre aussi aux questions. Je pense qu'il faudra, pendant les élections municipales, renforcer ce service d'accompagnement au bénéfice des candidats et de leurs mandataires. Sur la question que vous avez posée des délais de remise, donc moi je comprends que le délai normal c'est 2 mois après l'élection, que la Commission doit les traiter dans les 4 mois, sauf cas où où l'élection est contestée, et là je crois que le délai est ramené à 2 mois. Ce qui est court, il faut quand même se rappeler, pour l'élection municipale, c'est près de 5000 comptes qui sont déposés, c'est tout à fait considérable. Sur la question d'ailleurs de savoir si pour éviter de relever considérable, d'avoir un nombre de comptes considérable, on ne pourrait pas relever le seuil. Alors là, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que la Commission a engagé, et je vais le pousser, une démarche d'audit. Au lieu de contrôler de manière exhaustive chacun des 100 ou 150 points de contrôle qu'on fait dans les comptes, de travailler à partir d'une analyse des risques pour se concentrer sur les comptes les plus importants. Alors, je ne dis pas qu'il faut pour autant ne pas contrôler les comptes de ceux qui ont fait moins de 5% des suffrages, parce que c'est au-dessus de 5% qu'on a le droit au remboursement, mais probablement faut-il ajuster la procédure de contrôle et les diligences au risque pour les finances publiques ou au risque pour les candidats. Sur la question des emprunts, je suis conscient qu'effectivement, le compte doit être, une fois le compte déposé, il n'y a plus aucune dépense et plus aucune recette, ce qui n'est pas sans poser des difficultés pour les emprunts. C'est pour ça que je pense que la Commission insiste pour que les emprunts soient de courte durée, qui ne s'échelonnent pas longtemps. Mais je sais qu'effectivement, il restera un reste à charge. Ce point m'a été signalé. Je ne sais pas vous répondre à la question. Je sais que ce sera un des points que je vais regarder en prenant les fonctions. Alors, je vais poser la question. Je vais passer la parole, surtout c'est eux qui vont poser leurs questions, à successivement M. Francis Spinner, M. Christophe Chailloux et à nouveau M. Benaroche.
Oui, Monsieur le Président. Un certain nombre de candidats ont des difficultés pour ouvrir un compte. Et donc, comme la campagne commence, un certain nombre de candidats utilisent leur compte personnel dans l'attente de l'ouverture du compte. Et ils sont du coup pénalisés. Et donc, à partir du moment où la banque de la démocratie qui devait être créée par le Premier ministre n'a pas été créée, que les difficultés de crédit, est-ce que vous pensez qu'il ne pourrait pas y avoir une période de tolérance d'une quinzaine de jours pour permettre aux gens de faire campagne alors qu'ils n'ont pas encore l'ouverture de leur compte? Merci. Monsieur Christophe Chailloux. Merci Madame la Présidente. Monsieur Charpy, vous l'avez évoqué, nous disposons d'un cadre législatif et juridique assez clair et sur l'ensemble des sujets électoraux. Néanmoins, les citoyens n'ont pas la même perception. C'est-à-dire que malheureusement, et notamment s'agissant de rendez-vous électoraux majeurs dans notre pays, l'accumulation d'affaires récentes autour notamment de ce qui demeure l'élection clé, c'est-à-dire l'élection présidentielle, montre qu'il y a toujours un sujet, malgré l'ensemble des textes qui peuvent exister. De nouveau, nous allons être confrontés à ce rendez-vous majeur prochainement, avec des éléments, y compris technologiques nouveaux, qui peuvent impacter, on l'a vu dans d'autres pays, ce type d'élection. Y a-t-il, dans la perspective de 2027, des réflexions sur des dispositifs plus spécifiques s'agissant de l'élection présidentielle en France? Y a-t-il des suggestions, éventuellement de modifications, de réformes, pour nous assurer que ces élections se passent le mieux possible dans le respect des normes internationales et nationales? Merci. Et Monsieur Guy Benaroche. Oui. Je me permets de poser une question qui est plutôt une question de prévention pour laquelle vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais j'attire votre attention sur ce sujet de la part d'ailleurs aussi de la rapporteure de la PPL PLM, Paris-Lyon-Marseille, qui changement de scrutin, et de Stéphane Le Rudulier. Il risquerait, en fonction du passage ou pas de cette loi, d'y avoir donc 2 scrutins le même jour. Ça, c'est déjà arrivé, avec des campagnes différentes. La difficulté est que les 2 scrutins porteraient l'un sur une liste municipale pour élire le maire de Marseille, le maire de Lyon et le maire de Paris, et l'autre sur les listes de mairie d'arrondissement pour élire, donc avec 2 scrutins séparés, 2 bulletins séparés, et donc 2 comptes de campagne séparés, les maires et les conseillers d'arrondissement de ces mêmes villes. Il est très vraisemblable qu'un grand nombre de candidats soient à la fois sur les listes municipales et sur les listes d'arrondissement. Il est vraisemblable aussi qu'un certain nombre de candidats à la mairie centrale soutiennent des candidats aux mairies d'arrondissement et qu'un certain nombre de candidats aux mairies d'arrondissement soutiennent des candidats à la mairie centrale. La question est, quelles vont être les règles pour différencier les dépenses, d'un côté pour la campagne de la mairie centrale et de l'autre pour les mairies d'arrondissement? Comment allez-vous faire, Monsieur le Président, si vous êtes élu président? Vous avez bien fait de vous exprimer, Monsieur Benaroche. Alors, je laisse la question à la réponse à Monsieur Charpy. Merci. Pour d'abord répondre à l'intervention de sénateur Spinet. Oui, la question de l'ouverture des comptes est un vrai sujet. Alors, j'ai cru comprendre que sous les dernières élections, ça avait été un peu moins compliqué parce que la Banque de France, qui intervient dans le cadre de l'ouverture du droit au compte, a pu intervenir rapidement auprès des banques pour ouvrir des comptes. Il y a eu finalement assez peu de situations comparées aux périodes précédentes où les comptes ont été difficiles à ouvrir. Je rajoute en plus qu'à la question particulière de l'ouverture des comptes des mandataires se pose la question des personnes politiquement exposées pour lesquelles la situation, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, moi aussi, peut être compliqué pour ouvrir un compte ou pour garder un compte dans une banque qui vous considère comme politiquement exposé et qui, du coup, est assez réticent à vous garder comme client. C'est assez désagréable pour tout le monde. Donc, il y a ce projet de banque de la démocratie. Bon, il faut laisser le Parlement ou le gouvernement voir ce qu'il peut faire. Je pense qu'il y a 2 points qu'il faut renforcer. D'une part, avoir une action très claire avec la Banque de France pour qu'elle continue d'être extrêmement réactive dans les demandes d'ouverture de compte et d'intervention. Je pense aussi que le médiateur du crédit pour les campagnes électorales, dont je crains qu'il n'ait pas été remplacé récemment, M. Laventosa a dû quitter ses fonctions. Je pense qu'il est indispensable qu'il soit à nouveau nommé. Il faut qu'on nomme quelqu'un pour prendre en charge ces questions-là. Sur la question que vous posez, est-ce qu'on ne pourrait pas laisser un délai de carence? Alors, là aussi, ça relève plutôt du Parlement que de moi-même. Je sais que la Commission rejette des comptes quand il y a un montant très significatif
de dépenses qui sont faites sur le compte du candidat. Mais ce n'est pas au premier euro. Voilà. Donc, elle regarde ça avec rigueur, mais aussi un peu de souplesse pour les premiers jours de campagne. Mais ça ne peut pas durer. Voilà, ça ne peut pas durer. La règle, c'est qu'il y a un compte de mandataire et il faut rester là-dessus. Sur la question des dispositifs plus précis de contrôle pour l'élection présidentielle, bon, la difficulté des comptes de campagne, c'est qu'on ne voit que ce qu'il y a dedans. La difficulté, c'est ce qu'il n'y ait pas dedans. On l'a vu. Alors, quand c'est évident, ça a été le cas, je crois, en 2012, la Commission a rejeté le compte d'un candidat important à cette élection, mais il l'a rejeté pour un montant qui n'était ce qu'il avait vu comme étant absent du compte. Et probablement qu'il y en avait, je comprends bien, d'autres. Voilà. Donc la difficulté, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'une des propositions de la Commission, je l'ai évoqué, c'est de pouvoir, dans le cadre de la campagne présidentielle, expérimenter la possibilité de pouvoir contrôler en parallèle et au même moment les comptes des partis qui soutiennent les candidats. Je ne sais pas si ça sera reçu comme une proposition favorable, mais je pense que ça serait une manière de pouvoir traiter cette question-là et d'éviter effectivement que des ingérences extérieures ou des non-respects des règles électorales soient mis en place pour cette élection qui, bien sûr, est majeure pour notre pays. Alors, je remercie beaucoup le sénateur Benarroche de cette question pertinente. Malheureusement, je n'ai pas complètement la réponse parce que, d'abord, on va attendre que la loi soit votée. On va attendre qu'elle soit validée par le Conseil constitutionnel s'il y avait un recours. Mais il est clair que ça sera extrêmement compliqué et ça sera, si effectivement la loi est votée et qu'elle est validée et publiée, le guide du mandataire pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, je rajoute déjà sur Lyon, me semble-t-il, il y aura 3 élections. Voilà, il pourrait y avoir 3 élections. Voilà, donc c'est objectivement extrêmement compliqué. Ça sera un des points que je regarderai dès ma nomination et surtout dès la loi votée. Plus personne ne s'étant inscrit, et heureusement, car il faut nous laisser partir. Monsieur Charpy à l'Assemblée nationale, il doit être auditionné également. Il me reste à vous remercier au nom de la Commission de votre intervention. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vais prendre mon vélo pour rejoindre l'Assemblée nationale. Soyez bien prudents. Oui.